Que feriez-vous si vous trouviez une faille qui vous permet de prendre le contrôle de plusieurs millions d'ordinateurs à travers la planète? Une faille qui se vendrait plusieurs millions de dollars sur le marché noir des cyberarmes. Une faille tellement critique qu'elle ne rentre dans aucune grille d'évaluation standard. Cette faille, qu'on ne rencontre qu'une fois dans une vie de hacker, ce Français de 22 ans en a trouvé 2 en 6 mois. Aujourd'hui, je reçois Ronnie Carta qui va nous raconter comment il les a découvertes et bien sûr, ce qu'il en a fait. La vie de tech, c'est simple. C'est eux et leur ordi. Tout est prévisible, sous contrôle. Non, ça, c'est ce qu'ils voudraient qu'on croie. Parce que la réalité, personne n'ose nous la raconter. Enfin, jusqu'à aujourd'hui. En Tronche de Tech, on va leur tirer les vers du nez. On va leur faire raconter leurs meilleures anecdotes. Les nuits où tout part en sucette et les bugs que personne ne comprend. Et puis, s'ils sont sympas, on les laissera peut-être se vanter de quelques réussites. Je m'appelle Mathieu Sanchez, je suis le CTO d'Akazi et je vous souhaite une excellente écoute. Salut Ronnie, comment ça va? Très bien, et toi? Ouais, ça roule. Déjà, alors, c'est un épisode un peu particulier parce que c'est la deuxième fois que tu viens sur Tronche de Tech. Et moi, c'est la première fois que je fais un épisode avec quelqu'un qui est déjà venu. Donc, ça va être un épisode un peu particulier parce que on va pas refaire ton parcours, puisqu'on l'a déjà fait dans l'autre épisode. Je vais quand même te demander de te représenter en 3 phrases, qui est la petite tradition, Ok. voilà, que les gens aient un peu de contexte. Mais sinon, on va parler d'un sujet qui est un sujet d'actualité, qui est de cybersécurité, puisque c'est quand même ta spécialité, et qui est disons que toi, tu as une actualité hyper cool depuis quelques mois. Là, je t'ai vu sortir plein d'articles, là, trouver plein de failles que je pense ce qu'on appelle des APT, donc des acteurs d'État paieraient très très cher pour les avoir. Sûrement. Ces failles-là, clairement. Hein, non, mais sans exagérer, on parle je pense, de millions. Hein, c'est vraiment des choses où ça leur, voilà, c'est vraiment des trucs hyper graves, hyper graves, en tout cas hyper impactants pour les entreprises pour lesquelles tu les as trouvés. Donc, on va parler un petit peu de tout ça en détail. Mais avant ça, du coup, je veux bien que tu te présentes en 3 phrases. Écoute, je m'appelle Ronnie, je prends le pseudo de Lupin sur Internet. J'ai commencé le hacking très tôt, j'avais 13 ans. Et c'est vraiment devenu une passion après avoir lu Arsène Lupin, Gentleman Cambrioleur. Vers mes 17 ans, j'ai fait une pratique qui s'appelle le bug bounty, où en gros des entreprises du monde entier disent aux hackers éthiques, vous avez le droit de nous pirater, et pour chaque faille de sécurité que vous trouvez, vous êtes rémunéré sous forme d'une prime. Et donc grâce à ça, je suis après rentré chez Mano Mano quand j'avais 18 ans, et 2 ans et demi plus tard, j'ai fondé ma boîte avec mon frère qui s'appelle Lupin et Holmes, et aujourd'hui on fait de la recherche et développement en sécurité offensive, et avec un focus énorme sur la software supply chain, qui est du coup le sujet d'aujourd'hui. Exactement. Et donc, du coup, donc, la software supply chain, c'est vraiment, je pense, on va le définir peut-être, ça serait pas mal de commencer par ça, mais c'est vrai qu'il y a beaucoup d'attaques dont on entend parler, qui sont des attaques hyper importantes. Là, on a entendu le hack de Bybit, qui est une supply chain attack. Avant ça, on a parlé pendant un moment donc un truc qui a pas été exploité, qui était XZUtils, on pourra le détailler un petit peu, mais c'est de la supply chain. Et en fait, ça fait des années qu'il y a beaucoup d'attaques liées à la supply chain qui sont très impactantes. Je crois que même, comment elle s'appelle, NotPetya, qui est un truc, non? NotPetya, je crois que c'était un peu quelque chose d'autre, mais l'attaque de Ok. SolarWind, je pense qu'on est plus dans la software supply chain. Mais oui, au fil des années, il y a eu de plus en plus d'attaques. Les chiffres sur 2023, c'est que ça a coûté à peu près 41 milliards de dollars à l'économie mondiale, et près de 81 milliards de dollars d'ici 2026 en estimation. Tu peux Les définir attaques... juste ce que c'est, du coup? Ouais. Donc, en gros, qu'est-ce que la software supply chain? C'est l'ensemble des composants, des librairies et des outils, même des process qu'on utilise pour développer, construire ou publier des artefacts. Donc, par artefact, on peut, par exemple, penser à une dépense sur NPM. Ça compterait comme un artefact. Qui est une librairie, en fait, hein, toutes les librairies open source qu'on utilise, ce genre de choses, quoi. Exactement. Et du coup, la software supply chain, il y a 3 composants principaux, je dirais. Il y a le source, le build et la distribution. Le source, c'est tout ce qui se passe sur les registries, ou sur les repos GitHub dans lesquels on dépend.
Le build, bah, c'est notre CI/CD, et la distribution, bah, c'est comment on va déployer notre application ou une dépendance qu'on veut publier. Donc, par exemple, est-ce qu'on va signer et vérifier les hashes avec des attestation layers par rapport au build, des choses comme ça. Ok. Ou typiquement déployer l'application. Donc ça, c'est la software supply chain, en tout cas la définition que... Mais pour les moins techniques des gens qui écoutent, en fait, c'est vraiment le fait de dire aujourd'hui, c'est très lié à l'open source. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, une puissance de fou qu'on a en tant que développeur, c'est qu'on redéveloppe pas tout. Il y a plein de choses qui sont prêtes sur l'étagère. Et en fait, nous, ce qu'on fait, c'est qu'on prend tout ça d'Internet, on met ça dans notre outil et on l'utilise. Et c'est là qu'intervient tout ce que tu as raconté sur, en fait, j'ai le code source, je le build, hop, je l'intègre et je le déploie en production, quoi. C'est ça, en fait, c'est la réutilisation de tous les composants préconstruits qui vont nous aider à accélérer le développement de nos propres solutions. C'est comme ça qu'on pourrait définir en très large la software supply chain. Et alors, attends, je pensais aussi à un autre exemple que j'avais en tête. Il me semble que du coup, dans les histoires de Russie et d'Ukraine, à moi, il me semble qu'il y avait un outil comptable, un truc comme ça, qui avait été corrompu, je crois, en Ukraine, et qui était utilisé par plein d'autres boîtes. Et du coup, ça les avait permis, donc, de rebondir. Et donc là, c'est pas, ce que tu parles, c'est pas d'une histoire de build et tout, c'est juste un outil qui est utilisé par la boîte, un outil externe, en fait, un SaaS, quoi. Ouais. Bah, c'est là où moi je vais faire la distinction entre software supply chain et supply chain. D'accord. La supply chain, c'est l'entièreté de tous les tierces parties qu'on va utiliser, et donc il y a aussi la software supply chain dedans. Mais surtout la supply chain, c'est aussi un terme qu'on utilise au-delà de la tech. Par exemple, la supply chain, c'est nos conteneurs qui arrivent pour un colis qui arrive chez nous. Mais donc la software supply chain, c'est vraiment en fait tout ce qui est lié aux artefacts, aux librairies, aux dépendances qu'on va utiliser. Et bah nous chez Lupin, c'est ça qu'on va targeter, et c'est là où en fait toutes nos recherches commencent. Ok. On va revenir sur ce que tu fais, mais du coup, si j'essaie de clarifier pour Bybit, ce que j'ai compris, c'est que du coup, donc c'était pas leur SI, c'est qu'en fait, donc Bybit, pour refaire le contexte, ils perdent 1,5 milliard parce qu'en fait, ils valident une transaction qui va de leur compte vers un compte qui n'était pas celui qui était prévu. Et en fait, ce que j'ai compris, c'est que eux, c'est pas un truc qu'ils ont intégré dans leur SI, c'est juste qu'ils utilisaient un composant extérieur pour faire ces signatures, pour valider leur transaction, en fait. Ouais. Donc ce serait pas de la software supply chain comme tu l'as défini toi, c'est ça? Si, parce que en gros là on rentre dans le spécifique de l'attaque de Bybit. En gros, ce qui s'est passé, c'est que au moment de signer une transaction sur leur wallet, sur l'interface graphique, il y avait l'ID d'une transaction, l'identifiant en disant ça va aller à tel endroit. Sauf qu'en fait, quand ils ont confirmé la transaction, ça allait à un endroit différent, un wallet qu'en fait personne ne connaissait ou ne reconnaissait en tout cas. Et ce qui s'est passé, c'est que l'interface graphique montrait quelque chose de différent que en fait la transaction réelle. Et donc comment ça arrivait? Bybit en fait utilisait Safe de Gnosis, qui est comme ça qu'ils envoyaient et qui faisaient leur transfert sur un wallet à un autre. Et Safe en fait s'était fait compromettre. Et donc là, on est dans la compromission de Safe dans une attaque de software supply chain. Pourquoi? Parce que ce qui s'est passé, c'est que le groupe Lazarus, parce que pour l'instant on leur donne le crédit de cette cyberattaque. Corée du Nord, hein, Lazarus. Ouais. Exactement, nord-coréen. Ce qu'ils ont fait, c'est qu'ils ont réussi à compromettre l'un des développeurs de la solution Safe. Et ce développeur, en fait, avait un accès sur l'infrastructure AWS. Et donc, dans l'infrastructure AWS, il y avait directement le bucket avec le front-end, donc qui était utilisé pour render le front-end. Et ce qu'ils ont fait, c'est que en compromettant le développeur, ils ont pu déployer dans le bucket directement un update pour du coup avoir ce comportement-là où l'interface graphique ne montrait pas la bonne transaction. Et en fait, ils l'ont fait avec un timing parfait. Après l'attaque, ils ont enlevé le code du bucket. Et en fait, la seule raison de pourquoi on sait que c'est ce bucket qui a été impacté, c'est parce que Google a cache le code JavaScript, qui est une feature qui est assez récent d'ailleurs. Ah ouais, ok. C'est pas je croyais que c'était la Wayback Machine, là, le truc qui permettait d'avoir l'historique du web. C'est pas ça, en fait. C'est un autre truc. Si je me rappelle bien, c'est bien le cache de Google. Ok. Qui l'a remarqué, a confirmé. Mais
mais en gros, c'est une attaque de Software Supply Chain où on va targeter en fait, je dirais tous les liens et interconnexions qu'on crée avec l'entièreté de notre infrastructure. Et donc là, on remonte sur énormément de liens, puisque pour attaquer Bybit, il faut d'abord compromettre Safe et compromettre un développeur de Safe pour pouvoir publier sur AWS pour compromettre le front-end. Donc là, on est typiquement aux attaques de Software Supply Chain. Ok. Alors, un truc qui est marrant dans ce que tu as dit et qui est intéressant de mentionner maintenant, parce que toi, ce que tu fais n'a pas ce composant-là, je pense, c'est différent. Toi, tu fais, c'est tout ça que je trouve encore plus ouf d'ailleurs, et c'est pour ça que je dis Lazarus, il serait comme des oufs avec ce que tu fais, parce que eux, ils ont un gros composant qui est social engineering, qui revient tout le temps. Ils commencent par compromettre un développeur en le manipulant, en fait, en lui faisant récupérer un truc qu'il aurait pas dû récupérer. Toi, ce que tu fais, ça a à peu près le même niveau de conséquences potentielles, mais il n'y a pas cet élément. Tu n'as même pas besoin de compromettre un humain. Donc, est-ce qu'on peut rentrer peut-être dans... Allez, on commence par le premier, là. Je crois que tu en avais un où tu as eu une récompense de $50 000, ce qui est quand même énorme, je pense, en bug bounty. Ouais, c'est un gros bounty. C'est un gros montant. Ok, on va commencer directement avec cet article qu'on a écrit et cette recherche qui a été super intéressante, qui est comment on a piraté une Software Supply Chain pour $50 000. En gros, ça je l'ai pas fait tout ça, je l'ai fait avec un ami qui s'appelle Snorlax, qui est aussi un autre bug bounty hunter. Donc pareil, on pirate des entreprises et on se fait rémunérer à chaque fois que qu'on trouve une faille de sécurité. Et c'est une personne avec qui j'ai énormément travaillé au fil des années. Et en fait, il y avait une entreprise depuis le début de notre collaboration avec Snorlax, on a toujours voulu trouver une faille exceptionnelle. Ça veut dire que là où le maximum qu'on peut être payé serait un $15 000 sur cette entreprise, nous on voulait trouver la faille exceptionnelle qui va en dehors, qui est pas dans la grille, quoi. Ouais, il y a pas de règle, c'est trop impactant. C'est pire que la criticité 1, c'est la criticité zéro, ça n'existe pas, quoi. Et donc en fait, on voulait trouver un bounty qui allait dans l'ordre de $50 000. Ce qu'il faut savoir, c'est que cette entreprise, on la pirate depuis énormément d'années. Du coup, on connaît le périmètre par cœur, mais en même temps, on a trouvé à peu près tout ce qu'il y avait à trouver, et il fallait qu'on se réinvente. Du coup, ils te connaissent aussi. C'est un programme privé. Enfin, ils te connaissent très bien. Ok, c'était. On les a rencontrés plusieurs fois. C'est vraiment des gens qu'on apprécie énormément. C'est tellement dommage qu'il y ait des NDA dans ce monde que je peux pas dire c'est quoi l'entreprise. Mais en gros, ce qui est important quand on fait ce genre de hack, c'est d'avoir une phase de reconnaissance. Ça veut dire mapper un peu toute l'infrastructure d'un point de vue technique, mais aussi d'un point de vue business de l'entreprise. Et donc, quelque chose qui est assez intéressant, c'est quand on commence à target les M&A, donc merger and acquisition, des entreprises. Parce que en soi, en fait, quand on rachète une entreprise, elle n'a pas forcément le même niveau de sécurité que notre propre infrastructure. Et donc, oui, souvent c'est beaucoup moins mature, c'est plus jeune, c'est pas. Je vois très bien le truc, ouais. Exactement. Donc ça peut être une très très bonne porte d'entrée. Et on s'est dit déjà ça c'est quelque chose de niche, de target les acquisitions pour pirater l'entreprise mère, je dirais. Mais nous on voulait aller. Attends, Ronnie, ton objectif c'est de pirater la plus petite structure juste parce que du coup le programme va s'appliquer et donc du coup si tu la pirates tu vas avoir les mêmes récompenses, ou en fait c'est que tu veux faire un rebound à l'intérieur de la plus grande en fait? Les deux. Ok. Les deux. En fait on s'est dit si on prend un point d'entrée qui est niche, on va déjà moins être en concurrence avec tous les autres hackers éthiques qui regardent notre même cible. Parce que la règle dans le bug bounty, c'est premier arrivé, premier servi. Si quelqu'un envoie la même faille de sécurité 2 jours après, il se fera pas payer. Okay. Et donc, il faut être créatif, mais il faut savoir regarder dans des endroits différents. Donc, on s'est dit, voilà, l'acquisition, c'est une bonne niche, on va aller dessus. Mais on voulait aller encore plus niche et se dire, on va pas juste regarder la surface qui est exposée par cette acquisition, on va regarder la surface d'attaque qui est ingérée. Et c'est là où on rentre dans la software supply chain. Okay. Pourquoi? Et c'est en fait, je trouve que c'est là l'élégance de toute la recherche liée à la software supply chain, c'est que on n'est plus dans le paradigme où on pirate en fait tous les serveurs ou applications web ou applications mobiles qui sont exposés par notre cible. C'est vraiment en fait ce que notre cible télécharge depuis Internet, et c'est à ce moment-là que nous on fait l'attaque. Et donc c'est un paradigme qui est carrément différent.
Et en général, les entreprises mettent la sécurité sur ce qui est exposé, mais pas sur comment on ingère l'information. Ouais. Et Donc donc là, là, comment on ingère ouais, l'information, c'est l'exemple type, c'est je vais pooler, enfin je vais récupérer une librairie d'internet pour l'intégrer dans mon logiciel. ouais, exactement. Et donc là, on est très loin de nos failles de sécurité basiques. On rentre dans des choses assez spécifiques. Et donc, qu'est-ce qu'on fait? La première chose qu'on fait, c'est qu'on regarde l'interface graphique de cette acquisition et on va dans les sources du site et on voit qu'ils utilisent un package npm qui n'existe pas sur les repos publics et on va dire qu'il s'appelle @acquisition utilitaire / le nom du package. Ok, donc tu Euh, trouves une librairie qui est comme un espèce de reliquat, c'est-à-dire en fait tu vois des traces de la librairie, mais tu as l'impression qu'elle est, en fait, Elle, c'est comme elle n'existe pas en ok. public. Donc, du coup, c'est une librairie privée. Ah oui, d'accord. Ok. Et dans le nom de la librairie, il y a le nom de l'acquisition. Ok. Donc, on sait que c'est une librairie qui est privée et on regarde sur NPM et le namespace, il est placeholdé. C'est-à-dire que nous, on peut pas aller claim la librairie et essayer de mettre une backdoor dessus Ah, et parce que, alors, espérer. ça, c'est un Ouais, truc intéressant, c'est tu dis le namespace, donc le nom, le début du nom de la librairie, il existe déjà en public, c'est ça que ouais, tu dis? ouais. Parce Mais que, le package en lui-même n'existe pas. ok, mais ce que je veux, est-ce que si toi, parce que c'est une faille, en fait, possible, c'est quand t'as quelqu'un de privé, même si toi, tu viens prendre, pardon, toi, si tu viens prendre le truc public, l'emplacement public, Mhm. il y a des configurations qui font que finalement, la prochaine fois, ça va récupérer le truc public au lieu du truc Ouais. privé. C'est possible. Ça, je pense qu'on va en parler sur Ok, ok, on y le revient. prochain blog. Ok, Mais c'est quelque chose qu'il faut ok, garder en tête. ok, ça marche. Euh, mais, euh, mais du coup, à partir de ce moment-là, on se dit, OK, ils ont un namespace sur NPM. On essaye de vérifier sur GitHub si on trouve des traces de ce même nom. Et on trouve rien d'intéressant sur GitHub. Donc, on fait une recherche Google un peu naïvement en se disant, bon, peut-être qu'on va trouver quelque chose. Et là, on tombe sur une organisation Docker Hub. Donc, on peut publier directement des images Docker qui vont être après utilisées pour déployer des apps. Et on Mais attends, commence à... peut-être, parce que là, Ouais. la différence, pour les moins techniques, de nouveau, la différence entre une image Docker et une librairie, t'arrives à l'expliquer? Ouais, une librairie, ça va être du code source qu'on va intégrer directement, donc un composant préconstruit qu'on va utiliser aussi dans notre code. Docker, c'est plutôt de la containerisation, c'est-à-dire que on va construire une mini machine Ouais. dans une image virtuelle et qu'on pourra installer et ça va imiter exactement une machine de zéro, Oui, genre oui. un Linux, Ok. un Windows. Attends, j'ai une Euh, métaphore, ouais. C'est un peu Vas-y, le vas-y. code source, tu vois, donc la librairie, c'est le code source. Et donc, effectivement, Docker, c'est plutôt l'exécutable, c'est plutôt le logiciel. Et si tu fais un parallèle avec la cuisine, c'est en fait le code source, c'est ta recette. Et Docker, en fait, c'est ton plat, quoi. Ouais, c'est le plat, même la cuisine entière. C'est la cuisine. Oui, c'est vrai que c'est la cuisine entière et le plat. Parce qu'en Voilà. fait, t'as toute la façon de faire le truc. Ouais, ok, ok. Exactement. C'est en gros, c'est au lieu d'envoyer un bout de code, on envoie une machine Ouais. virtuelle complète. Et donc ils ont une organisation Docker Hub et on commence à télécharger les images et à regarder ce qu'il y a dedans. Et la première chose qu'on se rend compte, c'est que l'image contient l'intégralité du code source du back-end de notre cible. Ah ouais, c'est chaud, Euh, ça. Ok. donc, on a concrètement accès à l'entièreté du back-end. Ah ouais. Et comment ça se fait? C'est parce qu'en fait, ils ont publié une image Docker publiquement au lieu de le faire de manière privée dans leur organisation. Et ils ne se sont pas rendus compte que leur organisation était totalement publique et que n'importe qui pouvait installer n'importe quelle application. Aïe, 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 ouais. Ok. Donc ça, c'est déjà numéro 1 de sécurité Oui. numéro 1. Et c'était, alors juste, je te pose la question aussi parce que du coup, c'est un truc qui est important avec Docker, c'est que Docker, c'est pas simple, hein, donc on va voir encore plus parce que je connais un peu la suite et il y a des trucs que je savais pas. Mais Docker, déjà, quand tu as, par exemple, donc quand c'est un langage interprété, comme du Ruby, du JavaScript, etc., c'est assez logique que tu aies le code source avec parce que tu as besoin du code source, en fait, c'est un langage interprété. Un langage compilé, si tu es en Rust, en C++ ou quoi, tu devrais
ne pas avoir le code source. Tu devras avoir Bien que sûr. l'exécutable. Déjà, l'exécutable, c'est cool parce que toi, tu peux faire des trucs avec, déjà de l'avoir. Mhm. Mais tu n'aurais pas le code source. Et donc, du coup, en fait, il faut bien penser dans ces cas-là, quand tu fais ton image Docker, à venir nettoyer en disant, attends, je compile l'exécutable, après, j'enlève le code source, ce que tout le monde ne Ouais. fait pas. Là, tu étais dans quel Mais cas, toi? là, en fait, on était dans le cas où l'image Docker doit contenir le code source, Ok. mais l'image n'est pas censée être publique. Oui, c'est ça. C'est ça. Donc c'est cas numéro 3, encore pire. Et on aurait pu s'arrêter là en disant bah voilà, on a accès à votre code source, on envoie notre rapport et on prend un $15 000 et Parce que c'est de l'or là, tu peux faire du white, de l'analyse de vulnérabilité en white box. En fait, tu peux faire des trucs. mais en fait c'est du code source propriétaire, donc à partir de En là, plus. voilà, on n'est pas censé voir, c'est hautement confidentiel. Ouais. Donc Propriété intellectuelle, tout ça. Ouais. ouais, exactement. Donc normalement, ça en bug bounty, si on l'aurait envoyé, si on l'avait envoyé, ça aurait, on aurait pris $15 000 Oui, c'était. et c'est déjà une faille en soi. Mais c'était pas suffisant. Voilà, c'est pas suffisant. Nous, on voulait aller encore plus loin dans la faille de sécurité et comme on dit, escalader l'impact. Et donc, ce qu'on voit dans le code source, c'est qu'ils utilisent cette dépendance npm qu'on a vue précédemment, mais qu'on n'avait pas accès à son code. Ok. Et donc, la dépendance s'appelle le acquisition utilitaire slash React en interne. Donc, ils ont fait un sorte de changement dans React et l'ont republié en interne. Alors attends, je te fais encore une petite parenthèse dessus parce que c'est vrai que c'est marrant, mais tu vois, pour que les gens se rendent compte à quel point la supply chain c'est un truc sérieux. Moi, il y a quelques années, je bossais avec quelqu'un qui était dans une grosse boîte de défense française, tu sais, Oui. et il me disait, en fait, c'était ouf, ils ont recodé jQuery, je crois qu'ils avaient même recodé Git. Enfin, tu vois, en gros, Ouais. et je me disais, mais n'importe quoi, tu vois. Et je me disais, mais qui fait ça? Et en fait, tu vois, je comprends mieux les enjeux maintenant. C'est-à-dire qu'en fait, l'open source, c'est une puissance de dingue, mais en fait, c'est aussi c'est le colosse au pied d'argile, en fait. C'est vraiment l'endroit où si t'as vraiment des choses très sensibles, tu peux même pas te permettre d'utiliser ce code qui est public, en fait. Bien sûr. Bah et là en fait c'est exactement ce qui se passait. C'est je pense que nous ce qu'on avait vu c'est qu'ils voulaient recoder un des composants utilisés dans React et du coup ils ont fait une version interne juste pour mettre des features en plus qu'ils avaient pas dans React de manière native. Et et donc là il faut qu'on rentre un peu plus dans comment Docker construit les images parce que on utilise une dépense qui est privée. Mais c'est-à-dire qu'il faut aller la chercher à un moment donné. Mhm. Et si elle est privée, en général, elle a un mot de passe Ok. associé, donc il faut des identifiants pour aller la chercher. Donc, on se pose la question, mais comment il télécharge la dépense? Et en fait, Docker, comment ça fonctionne? C'est au moment où on va build l'image Docker, on va le faire en étapes qu'on met dans le Dockerfile. Donc déjà, on prend une image de base. Par exemple, je veux prendre l'image de Ubuntu. Ouais. Après, je lui dis, copie mon code source dans la machine. Puis après, run une commande spécifique, par exemple, npm install. Et à partir de là, je vais aller chercher toutes les dépenses. Dans notre cas à nous, c'était copie le code source et copie le fichier .npm-rc. Ça, c'est le fichier qui donne les identifiants pour npm pour aller télécharger une dépense qui est RC, privée. c'est ressources, non? C'est ça? Ou je sais même pas, non? Je me rappelle même plus Ok, ce que c'est le RC. Mais c'est le fichier qui est utilisé pour donner les identifiants et npm. Ça te dit tout ce qu'il faut aller récupérer d'internet ou de ton réseau local privé. Là concrètement, ça dit l'URL de mon registry privé, c'est plus registry.npmjs.org qui est public, c'est mon registry privé et le mot de passe associé, donc le token pour aller fetch la librairie. Donc ils mettent ce fichier dans l'image Docker, puis après quelques étapes après, ils suppriment le fichier. Normal, Donc, ouais. C'est bien. Super, on enlève le mot de passe du Docker et comme ça, au pire, si quelqu'un prend l'image, il n'a pas l'accès au token et donc il peut pas aller chercher le code de la dépense. Donc bonne pratique a priori, quoi. Là, pour l'instant, on s'est dit bon, c'est dommage. Et c'est là où en fait, on a dû aller chercher un peu plus loin dans comment Docker fonctionne et on a trouvé un outil
qui va aller nous décrire tous les layers, donc toutes les couches d'installation de Docker. En fait, ce qu'il faut savoir, c'est que Docker sauvegarde toutes les couches d'installation parce que, imaginons, on a deux images qui utilisent la même couche, par exemple, npm install exactement les mêmes dépendances, on les met dans un cache et qui peut être réutilisé avec l'image, et donc c'est de l'optimisation, en gros, ouais, c'est ça. Ouais. Exactement. Et donc on sauvegarde chaque étape qu'on écrit dans Dockerfile, mais on sauvegarde aussi le contenu de ces étapes. Et donc nous on a trouvé un outil qui s'appelle Dive, qui est super bien d'ailleurs si vous voulez faire de l'optimisation d'images Docker, parce que ça dit quelle étape prend le plus de ressources. Mais nous du coup on l'a utilisé d'un point de vue sécurité offensive. Et en fait on est revenu dans l'historique des couches, des étapes d'installation, et en revenant en fait on est tombé sur le token npm de notre site. C'est ouf ça. Mais du coup, ça veut dire que concrètement, une image, est-ce qu'il y a des parades à ça? Parce que je veux dire, c'est quand même pas mal embêtant. C'est-à-dire que moi, j'ai envie que mon image Docker à la fin, elle soit strippée de tout cet historique en fait. Ouais, je pense qu'en fait c'est juste la manière de comment on veut build. Je pense qu'ils auraient dû installer les dépendances avant de mettre dans l'image Docker, et en fait de faire juste un copie des dépendances dans l'image Docker. Comme ça, en fait, on n'a jamais besoin de mettre un secret au moment du build de Docker. Ok. Parce que de mémoire, il y a des étapes de build et il y a des étapes de run, et quand tu essaies de construire une image pour le run, tu as une commande pour supprimer des trucs normalement, mais ça supprime cet historique. Je suis pas sûr que c'est la même chose. Là, on va rentrer dans le très complexe de Docker. Mais dans notre cas spécifique, ils ont mal fait les choses, et du coup, on avait accès au token npm. Et alors, qu'est-ce que tu fais avec cette clé? Mais du coup, on se rappelle que dans le registry public, il y avait un namespace. Un namespace qui n'avait pas de package, mais qui était là. En fait, leur registry privé, c'était juste le registry npm public, mais avec l'optionnalité d'enlever les packages privés. De les cacher, quoi, en gros, c'est ça. Ouais. Exactement, de les cacher. Ah, donc c'était le vrai registry, en fait. C'est ça. Et donc, le token, on a regardé tout de suite c'était quoi les privilèges. Et donc, effectivement, on avait les privilèges en read, donc on peut installer les dépenses. On avait aussi les privilèges en write. Donc, on peut écrire. Mais ça, c'est une nouvelle erreur, en fait. C'est que ce token devrait pas être le même, ils auraient pas dû mettre un read-write directement sur un token qui est censé faire que de l'installation. Ouais, c'est ça. Et donc, là, encore une erreur. On se dit, mais cool. Cette attaque est, pour l'instant, c'est trop cool, tout va dans notre sens. En fait, à partir de là, on comprend que ce namespace privé, il est utilisé pour toutes les dépenses de plein de projets différents. Et donc, si on peut écrire dans les packages, on peut les backdoorer tous un à un. Et donc, chaque pipeline, chaque développeur et chaque déploiement vont installer notre backdoor. Donc, concrètement, ce que ça veut dire, c'est qu'on pouvait prendre contrôle totalement de l'infrastructure de notre target. Toutes les machines, de toute la boîte, de tous les développeurs, tous les gens qui ont de près ou de loin touche à l'infra technique, tu pouvais prendre. C'est ça. C'est tous ceux qui vont installer ces applications là. On peut prendre contrôle de leur machine avec un code malveillant qu'on aurait mis grâce à ce token qui était en write. Donc si on fait le parallèle avec Bybit, qui ont fait du social engineering pour compromettre une workstation d'un développeur bien particulier, parce qu'évidemment ils l'ont ciblé avec de la reconnaissance, parce qu'ils n'ont pas pris n'importe qui. Toi, là, tu avais l'embarras du choix, tu pouvais prendre n'importe qui, les super admins, les machins, et puis en plus, j'imagine qu'évidemment, tous ceux qui sont pas compromis, ils sont sur le même réseau, donc à un moment, tu es capable de compromettre quelqu'un et puis de bouger à droite à gauche sur les autres ordis. Là, dans notre cas, notre cible, ils étaient sur une infra AWS. Les développeurs, ils ont des accès sur AWS, et donc à partir de là, on peut essayer de compromettre plus loin les machines et infrastructures. Et mais en gros, c'était une faille énorme, parce qu'en fait, on peut widespread notre attaque, c'est-à-dire qu'on peut l'envoyer sur tous ceux qui vont installer la prochaine, qui vont installer toutes les applications qu'ils utilisent. Donc, à un développeur, ça fait cette action énormément de fois dans la journée. Une pipeline, c'est à chaque déploiement. Donc, à partir de là, c'était une faille énorme. C'est énorme. Non, mais tu prends le contrôle d'une boîte, quoi. Et donc là, ils nous ont payé $50 500 pour cette faille de sécurité. Stylé. Et
Alors, je veux embrayer aussi sur ce que tu fais là avec ton outil, avec Depi. Est-ce que vous l'avez fait aussi avec vos outils ou c'est vraiment un truc en parallèle? Là, pour le coup, on est sur l'étape de recherche, OK. là-dessus. Nous, comment on construit Depi et je vais peut-être définir, ce que c'est. Ouais. Et du coup, c'est un SaaS, de sécurité offensive dans la Software Supply Chain. Donc nous, notre objectif, c'est de détecter de manière automatisée, tous les points d'entrée, pour mettre une backdoor dans la Software Supply Chain de nos clients. OK. Donc typiquement, ce genre d'attaque, c'est quelque chose qu'on veut détecter de manière totalement, automatique. Cet article-là, elle est rentrée dans la phase de recherche. Donc, d'abord, en fait, ce qu'on fait, c'est qu'on pierre des entreprises dans le cadre de notre recherche. Et à chaque fois qu'on arrive à trouver une faille de sécurité qui est payée, et ça, c'est quelque chose de hyper important, c'est que quand elle est payée, que on la développe dans notre outil. OK. Parce que ça veut dire qu'il y a une validation marché. Ouais, Que les équipes sécurité pensent que c'est une faille importante et surtout elle a été validée d'un point de vue impact. Donc ça veut dire qu'on sait exactement l'impact que ça peut avoir sur une entreprise et c'est même pas notre boulot de l'avoir cherché, c'est les équipes sécurité qui nous le donnent. Donc nous on est bien d'un point de vue recherche là-dessus. Et après, on développe dans la solution et on essaye de target toutes les organisations qui ont un bug bounty. Donc, on l'utilise vraiment comme un bac à sable. Ouais. Et à partir de là, on regarde s'il y a des faux positifs, si on en a pas. Une fois que la règle, elle est bien faite, on le déploie pour nos clients. Et donc, c'est comme ça qu'on intègre une nouvelle recherche dans des cette faille de sécurité-là, très spécifique, elle rentre dans le cadre de la recherche encore. Et donc, on est en train de travailler dessus, de comment l'automatiser at Et ouais. scale. Notamment tous les apprentissages que tu as eu sur les images Docker, venir pouler des images Docker d'entreprises qui traînent, les scanner, etc. Croiser l'information, tout ça, tu vas pouvoir l'automatiser et donc effectivement prévenir les entreprises qui utilisent ton outil, quoi. Ouais. Et surtout, là, le point d'entrée, c'est une image Docker qui était censée être privée, qui se retrouve publique. Ouais. Euh, Déjà, ouais, c'est ça très me- rare. Ouais, ouais, ouais. C'est très très rare. Mais là, vraiment, c'était, ils ont tout fait mal. Et donc c'est pour ça, les acquisitions, les M&A, quelque chose qu'il faut faire extrêmement attention. Ça serait pas mal que tu l'intègres dans l'outil. C'est un peu plus tricky peut-être, Ouais. mais oui. Non, mais en fait, bon, de manière générale, du coup, l'outil, ce qui permet à une boîte qui l'intègre, c'est qu'en fait, tout d'un coup, ils vont avoir une espèce de surveillance automatisée de tout ce qui se passe pour leur dépendance. Et en fait, voilà, c'est comme aujourd'hui, c'est un truc difficile à surveiller en fait tout ça. Hein. C'est te dire, voilà, toi, t'attends, ah bah oui, il y a une faille sur Node ou je sais pas quoi. Donc t'as quelques trucs. Je crois que t'as GitHub. T'as Dependabot sur GitHub qui surveille des Il y a trucs. Dependabot, il y a du Snyk, SonarCube. Il y a beaucoup d'entreprises dans le software supply chain qui vont dire quand est-ce qu'il y a une faille de sécurité dans les dépenses. C'est ça. Nous, on fait quelque chose de différent. C'est plutôt, on va regarder toutes les failles de sécurité qui peuvent impacter les liens qu'on crée avec nos dépenses. Donc, à chaque fois qu'on dépend d'un composant préconstruit, on crée une interconnexion. Mais ce composant-là aussi a plein d'autres interconnexions. Déjà, avec sa propre chaîne de dépenses. Donc, si on regarde des fois les arbres de dépenses de certaines libs sur NPM, on en a vu des libs qui, par exemple, Webpack en version 4.6, si je m'en rappelle bien, ils ont 370 dépendances. C'est-à-dire qu'à chaque fois que tu installes Webpack, tu installes 370 autres dépendances dont tu n'as pas forcément la visibilité. Donc ça, c'est déjà la première interconnexion qu'une dépense peut avoir. Mais elle a aussi un repo GitHub associé, qui a sa propre CI/CD. Donc si on peut péter la CI/CD du repo GitHub, tu pètes aussi la dépense et après tu te fais péter toi. Donc ça aussi, c'est quelque chose qu'on va aller scanner. Mais après, il y a une autre interconnexion qui est réelle, c'est le lien qu'on fait avec les mainteneurs et les contributeurs. Vas-y, raconte-moi parce que je sais que t'as une histoire de ouf là-dessus aussi. Ouais. Et donc on va arriver sur l'histoire d'après. En fait, le lien qu'on crée avec les mainteneurs, c'est un lien qui est super important. Parce que par exemple, si je reprends NPM, en 2023, la moitié de toutes les dépendances sur NPM avaient plus de 2 mainteneurs. Enfin, 2 mainteneurs ou plus. Les mainteneurs, on va dire, c'est les développeurs pour faire simple. Oui, voilà. C'est tous ceux qui contribuent à cette librairie de manière publique. Et donc, si eux se font compromettre, bah, ta dépense fait aussi compromettre. Et on a déjà scanné des licornes françaises qui avaient plus de 450 000 packages, dépenses qu'ils utilisaient en interne. Et sur l'entièreté des mainteneurs qu'ils utilisaient, ils étaient proches de 1 million de contributeurs. Waouh. Ça veut dire que indirectement, tu as 1 million de personnes qui peuvent potentiellement écrire dans ta code base
et donc tu n'as aucune visibilité sur leur propre sécurité. Ouais, c'est ça. Juste que j'explique le lien parce qu'en fait, le développeur, il a accès à la dépendance, il a les droits dessus. Donc, si tu le compromets, tu peux changer la dépendance, tu peux mettre une backdoor. Celle-là, elle va être publiée, elle va être mise dans le code source de la boîte et c'est l'effet de supply chain, en fait, hein. C'est ça, ça remonte. Et cet effet de supply chain, c'est marrant que je dise comme ça parce que c'est ce qu'on vient juste de dire, c'est vrai pour toutes les dépenses dont on dépend directement, mais aussi pour toutes les dépenses qu'on dépend indirectement. Donc les dépenses de dépenses de dépenses et de cet arbre complet. Ouais. C'est-à-dire que des fois, il y a la 16e dépense en profondeur qui peut être compromise et donc toi, t'es compromis aussi. Mais tu sais même pas que tu utilises cette dépense. Et donc là, c'est une autre histoire intéressante. Pareil, c'est marrant qu'on enchaîne avec celle-là parce que cette recherche a aussi commencé avec Snorlax, Okay. où en fait on voulait avoir accès à la SDK d'une grosse entreprise en React. C'est-à-dire qu'on voulait directement péter un de leurs devs et essayer d'avoir accès en React sur le repo et après compromettre tous les autres gens. Et encore une fois, les NDA, je peux pas dire la boîte. Par contre, je peux dire que ils ont à peu près 25 milliards de dollars de revenus et à peu près 20 000 employés. Donc, on est sur une énorme entreprise. Et on s'est dit, OK, comment on peut compromettre un développeur sans faire d'ingénierie sociale? Parce que ça, c'est quelque chose qui est super important en bug bounty, c'est qu'on n'a pas le droit d'interagir avec les employés d'une entreprise de quelque manière qu'il soit. Donc, on peut pas manipuler les gens directement. Ça, c'est la différence un peu aussi, enfin, le red teaming, en fait, c'est ce truc-là que t'as en plus, souvent. Exactement. C'est dans le red team, dans la définition générale qu'on fait, en général, on met l'ingénierie sociale, même les tests de pénétration physique. Ouais. Bref, c'est le red team, c'est trop marrant, c'est trop cool. J'ai fait un épisode, je sais pas, t'avais vu avec Anthony qui faisait ça et c'était les histoires, elles sont folles, les histoires de le red teaming, c'est énorme. Ouais, je trouve ça excellent. Mais du coup, c'est quand même c'est très utilisé du coup. Peut-être pas le physique, mais par les APT, on redit, hein, c'est quand même 90% des plus grosses failles, c'est quand même, ça passe par du social engineering. Mais le social engineering, c'est plus risqué, il y a quand même plus de ratés aussi, tu vois, c'est moins, même si c'est la plus utilisée, c'est pas la plus discrète. En fait, elle est, voilà, c'est ça, elle est surtout très visible, donc en général, il faut savoir très bien le faire. Mais c'est juste que aussi, nous, en bug bounty, on n'a pas le droit de le faire. Donc on se dit, OK, comment on peut compromettre un développeur sans forcément passer par l'ingénierie sociale? Et c'est là où en fait en 2022 il y avait une recherche de quelqu'un qui s'appelle Matthew Bryant que j'adore, qui s'est rendu compte de quelque chose de très simple. Les développeurs, ils adorent acheter des domaines sur internet. Je pense que toi t'en as plusieurs aussi. Non, moi j'en ai plusieurs en tout cas. Et en fait tous ceux qui ont déjà acheté un domaine pour mettre un site internet derrière savent à quel point c'est chiant de les maintenir parce que toutes les années ou tous les 2-3 ans, il faut le racheter. Et des fois, on coche la petite case non, fais pas le renew automatiquement. Et mais en fait, ce qui se passe, c'est qu'après, on oublie de faire le renew si on en a encore besoin. Et il y a beaucoup de développeurs qui utilisent des domaines custom, mais qui l'associent à leur domaine d'email. Donc, ils ont nom, prénom, @ leur domaine. Ouais, c'est ça. Et ce qui se passe, c'est que Matthew Bryant, il a juste regardé tous les mails de développeurs sur NPM, sur GitHub, et a regardé si les domaines avaient expiré. Et donc, quand ils expiraient, il rachetait le domaine et il le faisait pointer vers son propre serveur mail. Et il allait vers la feature reset password pour dire j'ai oublié mon mot de passe. Et il recevait le mail et après il pouvait se connecter dans le compte du mainteneur et à partir de là changer la dépendance. Alors juste un truc qui est marrant parce que en fait ce qui est un peu bizarre quand tu connais pas, c'est tu te dis mais mon mail en fait il marche plus, il devrait s'en rendre compte. Mais en fait les gens s'en rendent pas compte parce que effectivement ce mail ils l'utilisent plus, mais c'est toujours leur login de NPM ou de ce truc là. Et ça change pas tant qu'ils ont pas perdu leur password. En fait ça continue à marcher en fait. Tout le monde. Et j'adore que tu dises ça. Parce que c'est là où on va même dans le niveau du dessus avec GitHub, parce que nous du coup on faisait, on a implémenté ce scan là dans Depi et on l'a pointé vers le GitHub de cette cible. Et en fait dans GitHub il y a une feature qui est super intéressante qui est de multi-email. Oui, c'est vrai. C'est-à-dire que tu peux utiliser plusieurs emails différents pour te connecter au même compte.
Mais donc, même si toi, ton mail principal n'a pas expiré, ton mail secondaire peut avoir expiré. Et donc là, on s'en rend encore moins compte parce qu'on continue de recevoir les emails de GitHub, on continue de recevoir notre MFA si on utilise les mails comme double authentification. Donc on est en mode, tout se passe bien, il y a pas de souci. Et en fait, on a fait ce scan sur cette grosse entreprise et il y avait un développeur qui avait effectivement il avait un domaine qui avait expiré en double email. Ça veut dire qu'il avait il avait exactement le cas dont tu parles. Exactement ce cas-là. Donc on a demandé à l'entreprise, est-ce qu'on a le droit de péter le développeur? Ils nous ont dit oui. Voilà, toujours demander la permission. Et donc, on rachète le domaine. On le pointe vers notre propre mail serveur. On fait un forgot password et on reçoit le mail en disant vous pouvez mettre à jour le mot de passe. On l'a fait et on avait accès à tous les repos de l'entreprise. Ah d'accord, parce que du coup donc c'était un développeur qui avait tous les accès et donc là c'était pas une librairie publique, c'était vraiment l'entreprise en question. C'est ça. Et ça c'était la première fois qu'on faisait ce type d'attaque jusqu'au bout et qu'on a eu accès aux clés du royaume, parce qu'à partir de là ça revient au même que tout à l'heure en fait. Exactement. Et donc là, cette entreprise, elle avait un budget un peu plus petit, mais ils nous ont payé $12 600, ce qui est quand même déjà une belle somme. Et là, on se dit, ok, c'est exactement ce que tu as juste de dire. Ok, on a piraté une entreprise, ça arrivait sur un développeur. Mais les mainteneurs de code open source en général, ils sont beaucoup plus sécurisés que ça. Moi, je vais essayer de vous prouver que non. ouais, malheureusement. En fait, un jour, ce qui se passait, c'est que nous, on scanne avec des piles l'entièreté de toutes les entreprises qui ont un bug bounty, parce que si on arrive à trouver une faille de sécurité, on se fait payer de manière passive. Et c'est comme ça qu'en fait, on a construit des piles et qu'on a entre guillemets que vous financez en fait. Qu'on a financé des piles. On a même annoncé qu'on a fait $500,000 pour développer la solution que en faisant cette technique. Incroyable. Donc en gros, on scanne globalement l'entièreté des programmes de bug bounty qui existent. Et un jour, il y a tous les programmes qui sont vulnérables à la même faille de sécurité dans notre interface. Mais vraiment, c'est l'entièreté de l'industrie. Et on se dit, non, c'est pas possible. Il y a un faux positif, il y a un truc, on a fait une mauvaise mise à jour, on a pété quelque chose. Donc moi, je suis en stress, je suis en train de me dire, ok, je vais essayer de comprendre. Et en fait, c'est qu'il y a un mainteneur qui s'appelle Steve Mao. Et son mail venait tout juste d'expirer. Et on l'a détecté, mais vraiment le jour même. Et on pouvait du coup racheter, refaire la même technique et se connecter à son compte NPM. Et Steve Mao, en fait, pour comprendre l'ampleur du mainteneur, il a 171 packages sur NPM avec 700 millions d'installations all-time. Et par mois, il a à peu près 50 millions d'installations. Donc, on est sur quelqu'un que s'il se fait compromettre, il peut avoir accès à 50 millions d'installations dans le monde entier. Donc, probablement plusieurs millions d'entreprises, quoi. Plusieurs millions d'entreprises. Et nous, l'alerte qu'on a reçue en premier, c'était chez Google. C'était, je pense, peut-être une trentaine de repositories open source de Google qui étaient vulnérables à cette faille spécifique. Et on s'est dit, mais c'est énorme. En fait, Lazarus, ils vont payer ton truc, là, non? Ils vont dire... j'espère pas. J'aurais d'autres problèmes, sinon. C'est clair. Mais du coup, nous, on a contacté Steve, et qui a d'ailleurs donné l'autorisation qu'on parle de cette histoire de manière totalement publique. Voilà, je suis pas en train de le mettre sous le bus. Et en gros, Steve a confirmé que déjà l'attaque était totalement possible, que lui aussi utilisait la feature de double email sur GitHub, de multi-email, et donc il a enlevé l'email très très rapidement, et tout est rentré dans l'ordre. Incroyable. Mais là, alors juste, je rigole de nouveau parce que du coup, là, toi, tu détectes le point central, tu gagnes rien dans l'affaire parce que tu vois, tu préviens Steve. Alors qu'en fait, si tu dis rien, tu prends le contrôle et tu dis à toutes les boîtes une par une, tu actives tous les bug bounty programmes de tout le monde. Ça aurait été jackpot,
on aurait pu, mais là, on rentre dans Oui. déjà la légalité. Bah, ouais, j'imagine, tu peux On n'a pas. pas le droit de faire ça, mais même dans l'éthique, Mmh. nous, notre objectif, c'est oui, on peut se faire énormément d'argent, mais on est toujours des hackers éthiques et on a toujours ça en tête quand on fait notre recherche. Parce On que n'essaye pas d'impacter des gens qui n'ont rien demandé et on n'essaie pas en fait de soutirer de l'argent d'entreprise. On veut juste faire de la recherche ultra impactante et ultra intéressante. parce que celle-là, en fait, elle est pas exploitable éthiquement, en fait, concrètement. Non, mais même légalement, parce que sur les 50 millions d'installations, il y a plein d'entreprises qui n'ont jamais donné leur accord Ah oui, pour ça se oui. faire pirater. Non, en plus. Mais quand tu me disais Voilà. tout à l'heure, tu me disais Google, donc Google, ils ont un bug bounty programme. Ouais. Google, légitimement, tu pouvais leur demander un truc, sauf qu'en fait, comme t'es par un intermédiaire, en fait, qui a un peu rien à voir avec le schmilblick, c'est là que ça bloque, en fait, d'un point de vue bug bounty. Ouais, là, après, ça va vraiment dépendre de la maturité des programmes en face. Il y a des entreprises qui vont payer parce qu'ils reconnaissent que les attaques de software supply chain sont hautement probables et que ce sont un énorme problème dans l'industrie et donc ils veulent avoir cette information-là. D'autres entreprises disent, bah, par exemple Google, quand on a discuté avec eux, ils nous ont dit, on veut pas démocratiser le fait de pirater un mainteneur pour pouvoir avoir un bounty de notre côté. Ce que je peux totalement comprendre et que je respecte. Mais c'est vrai que d'un Heu, autre côté, tu vois, si on revient sur XZ-Utils, XZ-Utils, c'est ça. XZ-Utils, c'est une librairie qui est utilisée dans toutes les distributions Linux, je crois, un truc comme ça. Et ouais, c'est une grosse partie. une grosse partie, tu vois, et le mainteneur, il était un peu tout seul dessus, un peu en plus dans une période un peu compliquée. Ils ont fait un peu du social engineering pour réussir à avoir les droits de maintenir. Et donc, en fait, aujourd'hui, il y a quand même un vrai sujet sur comment soutenir mieux l'open source, parce que l'open source, en fait, t'as des gens comme je sais plus comment il s'appelait le mainteneur d'Executive, mais qui sont un peu esselés sur un truc qui est qui supporte la moitié Ouais, de l'infrastructure du monde entier. Et en fait, personne le paye, personne ne l'aide, et tu vois. Donc, ouais, c'est un peu embêtant, enfin, je sais pas. en fait, c'est l'un des plus gros problèmes de la software supply chain, c'est que quand il y a un problème, tout le monde se pointe du doigt. Bah ouais, c'est ça. L'exemple d'XA Utilise, il est très marquant, mais encore plus marquant, je pense que c'est Log4j, où j'ai trouvé la Ok. réponse de l'ensemble des entreprises assez énorme. Log4j, c'est une faille de sécurité qui a été introduite par les mainteneurs, donc là, il y avait rien de malveillant derrière, et qui était là depuis pas mal de temps, cette faille de sécurité. Et elle, pour Et le en coup, fait, elle est exploitable sans social engineering ni rien. C'est oui, voilà. vraiment, t'envoies une chaîne de caractères au serveur et boum, tout d'un coup, t'as un accès sur leur machine, en fait. C'était ça, quoi. Exactement. Et Log4j, c'était un truc énorme parce que c'est une dépense ultra utilisée dans l'écosystème Java et la majorité des entreprises étaient impactées par ça. Je me rappelle, c'était le login de Apple qui avait cette faille-là. Ok. C'est dans le mail, si on mettait la chaîne de caractères, on pouvait Ah avoir ouais, un accès à une réponse de Apple. incroyable. Et donc c'était un truc énorme. Et l'entièreté de l'industrie pointer du doigt les mainteneurs en disant bah non, c'est vous qui avez introduit cette faille de sécurité Ouais, là, vous aviez une responsabilité. Et les mainteneurs, ils ont dit mais en fait nous on n'a jamais été payés, on bah, fait bien ça sur sûr. notre temps libre Ouais. et on maintenait plus trop cette version de la dépense, donc bah c'est votre faute en fait. Et là on arrive dans un truc où tout le monde se pointe du doigt. Et on se dit non, c'est sa faute, c'est la faute des Mmh. entreprises pour d'utiliser ça sans contribuer. Ouais. Mais après, c'est aussi une entreprise, elle sait pas forcément le nombre de packages qu'elles utilisent et comme on l'a dit, ça peut monter sur les 400, 500 000. Donc, est-ce que qui est-ce que tu payes dans les Ouais, mainteneurs? ouais, ouais. Avec qui tu contribues? Et je pense que c'est un problème qui est inhérent à comment on a construit la software supply chain. Et donc c'est pas un problème de l'open source, mais juste de techniquement comment on est dépendant de toutes ces interconnexions là. Mais tu vois, il y a Et quand même des. Alors, ouais. je maîtrise pas très bien, tu vois, mais il y a quand même des modèles d'open source avec des fondations qui, du coup, ne sont pas forcément. En tout cas, elles réussissent à rémunérer leurs mainteneurs, tu vois. Elles ont des formats qui sont quand même un peu plus positifs entre guillemets. Enfin, en tout cas, plus. J'arrive pas à trouver le mot, mais plus.
avec une boucle qui est plus, je trouve pas le mot, on s'en fout, mais en gros qui est plus éthique. ouais, j'arrive pas. Non, mais tu sais bref, j'arrive pas, ça va pas revenir. Plus bénéfique pour les marques. Ouais, voilà. En tout cas, quelque chose qui se tire vers le haut, tu vois, et donc Ouais, qui encourage une plus de sécurité. Et t'as un responsable très clair. La fondation, elle est responsable des failles dans le code et elle est responsable de les corriger rapidement, tu vois. Le mainteneur, en fait, bah, il a qu'à, tu vois, il est pas payé, il a pas que ça à faire de le corriger. Il a d'autres urgences. Il dit désolé, en fait, moi, la faille, je suis en vacances aux Bahamas, n'importe quoi, tu vois. Ça, c'est le cas le meilleur pour lui, tu vois. Mais, bah, pourquoi il le corrigerait, en fait? C'est juste une responsabilité morale, en fait, hein. Non, bien sûr. Et en fait, je pense que c'est aussi un problème de masse, Ouais. de l'entièreté des dépenses qui existent. Et même si une entreprise, par exemple, bah, elle est dépendante d'une dépense qui est utilisée il y a 5-6 ans, le mainteneur il a complètement déprécié, mais elle est tellement ancrée dans leur code source, bah, ils vont pas forcément contribuer ou donner de l'argent à ces dépenses parce qu'il y a là, je sais pas, 50 installations par semaine et les 50, c'est l'entreprise. Ouais. Et ça, on a vu des cas comme ça. Ok. Donc, je parle de vécu Ouais. où il y avait une dépense qui était là que personne n'utilisait sauf cette boîte-là et qui était une boîte du Fortune 500. Ouais, bien sûr. Non, mais oui, j'en doute pas, ouais. Clairement, il y a un développeur qui a une idée à un moment, et ouais. Ouais, exactement. Et donc, en fait, je pense que la responsabilité doit plus être sur les mainteneurs. Elle doit être plutôt être sur les entreprises. Quand tu on a utilises, créé quoi. Ouais, plus ouais. tu utilises, plus tu, ouais. Et surtout, savoir ce que tu utilises déjà Ouais. dans un premier temps. Il y a un manque d'observabilité qui est énorme. Et moi, ce que j'aime dire, c'est que les attaques de software supply chain, c'est l'exploitation du manque de visibilité qu'on a avec les interconnexions qu'on crée. Mmh. Et je pense que ça résume très bien le tout. C'est clair. Cool. Ah non, mais elle était trop bien celle-là aussi. T'en as encore une ou deux autres qui étaient assez cool. J'en avais une, je me rappelle plus ce que c'était, mais c'était tu pouvais pas faire planter toutes les boîtes qui utilisaient JavaScript, un truc comme ça, non? Y a pas un truc comme ça? Ouais, celle-là, elle est très très marrante. Ok. En gros, j'ai trouvé une manière de faire tomber le registry NPM pour les dépenses que je ciblais. Donc, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que je peux prendre une dépense type Express, qui est l'une des dépenses les plus utilisées dans le monde aujourd'hui, Ouais. et les plus installées, et de dire que Express, plus personne peut l'installer. Et donc, d'un point de vue technique, comment ça se passe? Quand on va faire un npm install, d'un point de, sur les requêtes HTTP qu'on va faire, on va aller sur une URL qui s'appelle registry.npmjs.org slash le nom de la dépendance. Après, il y a quelques trucs dedans et après c'est dépendance version.tgz, donc targz. Qui est comment on a compressé l'archive de la dépense. En gros, on va juste télécharger le fichier, quoi, grosso modo. Voilà, c'est ça. On télécharge une archive, on le décompresse en local et on a accès à la dépense. Et donc, quand on fait cette requête, c'est ce qu'on appelle une requête GET pour aller chercher l'information. Et dans le protocole HTTP, en fait, on peut rajouter des informations type qui je suis. Donc, ce qu'on appelle l'user agent pour identifier le client. Et ça se fait dans un endroit qui s'appelle les headers. Pour dire au serveur qui je suis, quelle est mon autorisation ou qu'est-ce que je viens chercher. Ouais. Voilà, on va pas refaire tout le protocole HTTP, mais c'est dans la section header. Et nous, on a trouvé que dans la section header, on pouvait rajouter un header malveillant, Ok. qui va faire que quand on va faire une requête, au lieu de nous donner la dépense, alors qu'elle est là, elle est légitime, ça nous rend une erreur 404. Ok. Et là, on se dit, ok, c'est toi qui envoies, tu fais une 404. Pas d'impact, on s'en fout, c'est ton problème. On s'en fiche, ouais, c'est ton problème. Sauf que vient les règles de cache. Ouais. Et en fait, le cache, pour comprendre ce que c'est au lieu de recalculer l'intégrité d'un fichier à chaque fois, on va le mettre en cache, donc ça veut dire mettre son intégrité de côté, et que si plusieurs utilisateurs demandent la même information, on puisse
redonner cette information de manière beaucoup plus rapide. Ouais, c'est ça. En fait, on refait pas tous les calculs qui nous permettent de déterminer ce que tu veux. On dit, ah, ça, j'ai déjà vu. Donc, je sais que c'est ce qu'il veut. Et voilà, c'est terminé. Et en fait, t'as peut-être un truc de sécurité au milieu aussi, des fois, des contrôles, je sais. Non, peut-être Ouais, pas. Enfin, je sais pas. là, pour le coup, vu que c'est public, il n'y avait pas de sécurité, on est censé aller chercher l'information. Et vu qu'il y a des millions de requêtes qui se font peut-être à la seconde sur certains packages, en général, mettre dans le cache, ça permet de distribuer de manière beaucoup plus rapide à l'entièreté des utilisateurs, mais aussi à ne pas en fait, le cache, c'est un serveur qui se met au milieu et derrière, il y a le serveur principal. Et donc, en fait, au lieu de demander à ce serveur-là à chaque fois de recalculer le fichier et de le renvoyer, bah, c'est plutôt le cache qui va le garder en information. Et s'il n'y a pas de changement, bah, il l'envoie. S'il y a un changement, il redemande à l'origine. Donc, c'est comme ça que fonctionne le cache. Et la règle de cache, en général, on dit, bah, à chaque fois que le fichier existe, bah, je vais le mettre de côté. Sauf que nous, avec ce header malveillant, bah, en fait, il a mis en cache une case 104. Ouais. C'est-à-dire, bah, je n'ai pas trouvé. Et donc, ça fait que n'importe quel utilisateur qui est arrivé derrière nous, au lieu d'avoir leur 200, donc c'est-à-dire le fichier existe, ils avaient une réponse 404. En fait, le fichier n'existe pas. Et donc, nous, tant qu'on envoyait cette requête malveillante avec ce header malveillant, bah, on faisait que tous les utilisateurs qui arrivaient derrière, bah, ils avaient plus accès à la dépendance. Les autres utilisateurs, ce qui est quand même marrant, c'est que les utilisateurs, ils envoient pas exactement la même requête que toi, puisque eux, ils envoient pas le header malveillant. Eux, ils envoient un truc plus classique. C'est ça, mais c'est en fait, on est en train d'attaquer le serveur cache. Donc eux, ils vont aller chercher l'information du serveur cache, et nous, en fait, on oblige ce serveur-là à mettre en cache la mauvaise information. Ouais, mais ce que je veux dire, c'est qu'il l'ignore. Enfin, pour les autres, enfin, ce header malveillant qui crée l'erreur, il n'est pas pris en compte dans les règles de cache, en fait. C'est ça aussi. Exactement. Ouais, c'est ça. Il est ignoré. Exactement ça. Okay. Il est ignoré dans les règles de cache, et donc ça fait que deux requêtes qui ne sont pas formatées de la même manière, bah ils vont taper le même cache. Donc en fait, toi, tu fais une requête illégitime qui fait croire au serveur qu'il y a un problème, et le serveur, il dit à tous les autres qui font des requêtes légitimes, désolé, en fait, il y a un problème, quoi. Ouais. Okay. C'est pour aller un tout petit peu plus loin dans la technique, c'est en gros le serveur, enfin ce header là était compris par l'origine, mais n'était pas compris par le serveur de cache. Okay. Donc l'origine tapait une 404, mais le serveur de cache, bah lui il le voyait pas, et donc il le mettait en cache. Très clair. Ok, trop bien. Et donc ça fait qu'à partir de là, bah on pouvait faire que toutes les installations de la dépendance qu'on targetait, bah n'existaient plus. Et ça fait que bah là on parle de c'était surtout NPM ça. Voilà, tout NPM était vulnérable à cette attaque, donc vous pouvez juste prendre une dépendance et dire bah toi tu n'existes plus. Ouais, donc NPM c'est quand même aujourd'hui dès que tu récupères une librairie JavaScript, c'est sur NPM en gros, quoi. Voilà, exactement. Donc le JS ultra utilisé pour du front-end, donc ça veut dire que dès que tu voulais déployer ton front-end et que tu réinstallais la dépendance, bah voilà, elle n'existait plus. Et aussi si tu fais du Node.js ou du TypeScript, là pareil, tu peux plus avoir accès à tes dépendances au moment de l'installation. OK. Et donc, ça fait que, une pipeline, quand elle va déployer une application, il y a moins que la pipeline, elle s'arrête. Elle dit, il y a une erreur. La dépendance que tu me dis, elle n'existe pas. Et donc, ça fait que tu peux plus déployer en production. Ce qui est un énorme problème pour l'écosystème. Mais du coup, c'était ça l'impact. C'est-à-dire que l'impact aujourd'hui, il y a pas de sécurité, c'est-à-dire tu peux pas compromettre des gens avec ça. Par contre, tu peux paralyser. Typiquement, tu pourrais presque, alors peut-être pas de DDoS, mais en fait, tu pourrais paralyser une entreprise. Typiquement, c'est un déni de service. C'est un déni de service, ouais. Mais j'imagine un truc, tu vois, genre je sais pas, t'as trouvé une faille sur un site, tu l'exploites et tu les empêches de la corriger parce que tu les empêches de redéployer avec ce truc-là. Ça serait. En fait, là, les impacts de disponibilité sont énormes parce que le registry NPM, c'est un single point of failure. Ça veut dire qu'il est tellement centralisé que si lui tombe, t'as tous ceux qui dépendent qui tombent aussi. Donc, on est typiquement dans une attaque sur supply chain. Et ce qu'il faut savoir, c'est que NPM, ça appartient à GitHub, qui appartient aussi à Microsoft. Donc là, en gros, on a indirectement piraté Microsoft. Mais ces failles-là, on l'a envoyé au programme de bug bounty de GitHub parce que NPM est dans ce périmètre-là. Et donc l'équipe de GitHub nous dit c'est pas une faille de sécurité. On va donner $500 parce que c'est marrant, mais on va pas réparer.
Et j'étais en mode, mais attendez, on peut faire tomber les dépenses. Et donc dans l'article, au moment de la publication, on a dit bon bah GitHub, nous on n'est pas d'accord avec vous. Ouais. Vous nous avez payé $500, mais on pense que ça vaut bien plus, que c'est une faille extrêmement critique. Et en fait, GitHub ils ont refait une analyse complète et ils sont allés. Je peux pas dire ce qu'ils ont fait exactement, mais ils sont allés dans le détail technique de cette faille et ils sont revenus vers moi et ils ont dit en fait, effectivement, c'est une faille de très très haute sévérité et donc ils ont rajouté $10,000 Ah ouais. sur le bounty et ils ont considéré ça comme un truc ultra important à fix. Et après qu'ils aient fait cette analyse, ils ont effectivement réparé, je crois en 1 ou 2 jours juste derrière. Ok. Donc moi je veux juste dire ça pour pas pour pas forcément parler de l'argent, mais pour parler de la maturité de l'équipe de GitHub qui sont revenus sur leur analyse en disant bah on s'est trompé et on corrige. Et donc ça c'est quelque chose qui est assez rare. Ouais. Parce que ça prend du temps. Bêtement parlant, c'est mais du temps, pas aussi pour des entreprises. C'est du temps, mais surtout dans la cybersécurité, il y a un peu ce côté égo, tu vois, genre maintenant c'est moi qui sais mieux que toi. Ouais. Mais là, c'est une équipe vraiment géniale qui ont passé énormément de temps sur cette analyse et qui finalement ont conclu la même chose que nous, que ouais, il faut réparer ça. Trop bien. Non, mais c'est vrai que c'est cool et je trouve ça assez cool. Enfin, en fait, c'est clair que par rapport à quelques années, je pense qu'aujourd'hui, le statut de bounty hunter, il est quand même beaucoup plus reconnu et tu vois, toi, t'es dans des programmes privés, t'es limite, enfin, les gens te connaissent, t'es limite un employé, j'exagère, mais On interagit énormément avec beaucoup de ouais, boîtes, ouais. c'est trop cool. Ok, incroyable encore. Et après, si tu veux, on peut parler d'une autre faille Ouais. où là l'histoire elle est, je dirais elle est très drôle. Ouais, c'est celle avec HashiCorp, c'est ça ou? Ouais, Ouais. exactement. Ok. Donc là pareil, on était en train de travailler sur Depi et au moment de sa conception de Depi, on est allé appeler beaucoup de personnes différentes pour nous aider à designer la solution de la meilleure manière possible. Ok. Donc avoir du design partnering et on a fait appel à quelqu'un qui s'appelle Caleb Sigma. Et c'est quelqu'un d'extrêmement connu dans la cybersécurité. Il a été notamment RSSI de Robinhood, de Databricks. Donc c'est quelqu'un qui pèse un peu, on va dire. Robinhood, je sais pas si c'est hyper connu en France, mais aux US, c'est une application d'investissement, c'est ça, si je dis pas de Ouais, bêtises. d'achat en bourse. Ouais, c'est ça, c'est un équivalent de chez nous, c'est quoi? C'est bon, tu sais pas. Alors, j'allais dire Fortuneo, mais j'en avais un autre en tête qui est plus connu, qui fait aussi pas mal les cryptos. Bref, Je pense que Robinhood est quand même pas mal utilisé ah ouais, en France. Ok. Non? Je sais pas. Moi, j'ai le sentiment que c'est surtout, enfin, moins, tu vois. En tout cas, c'est pas numéro un comme les US. Aux US, je crois que c'est l'appli un peu numéro un. Tu vois, Oui, bien sûr. en France, Alors, j'arrive plus à trouver le nom, mais il y en a une autre qui me semblait plus connue. mais en gros, ça sert à des particuliers de faciliter l'achat de stock et de parts dans une entreprise. Et donc, par exemple, si on veut acheter des parts chez Apple, ben, on pourrait aller sur Robinhood et dire. Et Bah, d'ailleurs, voilà. attends, juste petite aparté, mais Robinhood, moi j'avais vu une petite actu qui était marrante dessus. Je crois que c'est à l'époque où il y avait, je sais plus quelle boîte de jeux vidéo. GameStop. Ouais, exactement. Le drama GameStop. C'était incroyable ce truc. C'était quoi l'histoire? C'était. Oui, alors. C'est GameStop, entreprise de jeux vidéo qui était en faillite. Je vais le faire en mode très rapide. Ouais. Entreprise de jeux vidéo qui était en faillite. Et il y a des gens sur Reddit, notamment un utilisateur qui a dit moi je vais mettre tant d'argent dans GameStop là maintenant alors qu'ils sont en faillite parce que j'y crois. Et en fait c'est devenu un mème de fou. Et donc Reddit a fait que GameStop il devient de plus en plus gros et qui pèse de plus en plus dans la bourse. Et je crois qu'ils ont fait des stats à ils tradaient à je crois $7, même peut-être moins, et ils ont commencé à trader jusqu'à $600. Et c'est un truc de fou. Et en fait, Robinhood, la majorité des stocks étaient achetés sur Robinhood. Et Robinhood, ils ont dit, attends, non,
en fait, on sait pas ce qu'il faut faire parce que vu que les gens ont annoncé que GameStop était en faillite, il y a l'industrie qui a short GameStop en disant que, en gros, ils font un pari sur le fait que GameStop Va faire faillite. va faire faillite. Et ils gagnent de l'argent si ça fait faillite, en gros. Voilà. Ouais. Et ils gagnent de l'argent. Et en général, c'est des hedge funds qui font ça. Mais Robinhood, le hedge fund qui est lié à Robinhood, il a fait des shorts sur des millions et des millions sur le fait que GameStop allait perdre. Et donc, quand GameStop a fait comme ça, les hedge funds ont commencé à faire faillite. C'est tellement que ça pesait. Et donc, Robinhood a dû dire, bah, c'est impossible de vendre le stock GameStop. Et donc, ça a fait perdre toute la valeur au stock. Ouais. Et après, c'est des années de procès, ce truc. Bah oui, ça fait un scandale de ouf. Mais l'histoire était dingo parce que j'avais trouvé ça incroyable. Les gens aimaient tellement cette boîte qu'ils voulaient pas qu'elle tombe en faillite qu'ils se sont dit non, on va pas laisser parce qu'en plus, tu sais, c'est les professions autoréalisatrices et une fois que les gens annoncent que c'est en faillite, les hedge funds, ils short, tout le cours de l'action baisse et le truc se casse la figure. Et donc, les gens se sont mobilisés en disant non, mais c'est pas possible. Et c'était, ouais, moi, je trouvais cette histoire ouf. Mais revenons à ton. Ouais, un truc de fou. Donc, tout ça pour parler de Caleb. Caleb maintenant il a sa propre boîte de VC et c'est quelqu'un de très connu dans toute l'industrie et donc son point de vue sur les SaaS de cybersécurité est hyper important et donc on a discuté avec lui, on lui a présenté Defi et lui il nous a dit quelque chose de très simple. Moi je connais l'équipe de HashiCorp. Si vous scannez HashiCorp, ouais, si vous trouvez une faille de sécu et si vous trouvez quelque chose, je vous mets en contact. HashiCorp, juste qui est une énorme, c'est quoi, c'est une fondation aussi ou c'est une? Non, c'est une entreprise, oui. si je me rappelle bien, qui vient juste d'être revendue à IBM. D'ailleurs, je me rappelle plus de la salle, je crois que c'était 4 milliards. Okay. Donc, et très grosse boîte. C'est quoi les outils? Je crois que c'est Ansible ou Kubernetes derrière. Consul. Ok. Terraform. Ouais, Terraform. Des choses comme ça. Très utilisé, enfin des standards maintenant du DevOps. Pour déployer les infra, ouais, c'est en DevOps, ils sont énormes à Chicago. Et utilisés par beaucoup de grosses boîtes. Et ça, on va le voir. En gros, nous, on scanne l'entièreté des scopes open source de HashiCorp et je me dis, peut-être qu'on va trouver quelques petits trucs, mais rien de fameux. Et là, dans mon dashboard, je vois Dependency Confusion. En crit. Il y a un truc de fou élevé, qui se passe. Ouais, voilà, c'est ça. Et donc, la Dependency Confusion, je vais reprendre l'inventaire du truc qu'on a mis de côté tout à l'heure. C'est quelque chose de très simple. C'est quand on déclare une dépendance en privé, on lui donne un nom, une version. Mais maintenant, imaginons que sur les registries publiques, il y a le même nom de la dépendance avec une version qui est supérieure. Au moment de l'installation, est-ce que on va choisir celui qui est interne avec une version plus basse ou public avec une version plus haute? Et d'un point de vue sécurité pure, toujours prendre celle d'interne. C'est sûr qu'il y a beaucoup de package managers et beaucoup d'artifactory, donc c'est des registries internes, qui vont faire une confusion et ils vont pas savoir quelle version prendre. Ok. Et ça, c'est tout le but de la dependency confusion. C'est d'aller chercher une dépendance qui a un nom qui n'existe pas publiquement et de la mettre publiquement avec une backdoor, avec une version plus haute. Ouais, ok. Et donc, là, on détecte une dependency confusion sur Consul, qui a 30 000 stars sur GitHub. Un truc énorme. Donc je me dis non, c'est pas possible. Moi, ma première réaction c'est toujours, je me dis, mais j'ai foiré un truc dans mon code. Ça arrive souvent que parce que t'as quand même plein d'histoires de ouf. Ça arrive souvent que t'aies justement le truc de waouh, c'est incroyable. Et en fait, c'est un bug et il s'est rien passé. Non, pas souvent. Ça. C'est ouf. Pas tant que ça, mais moi je sais pas, je stresse. Excellent. Non, mais en fait, des fois c'est tellement énorme, je me dis mais c'est pas possible. Ouais, c'est énorme. Et en fait, ce qu'il faut savoir, c'est que la dépense, là, c'est pas qu'elle était dans un registry privé, c'est qu'elle était locale. Donc, elle était directement dans le repo GitHub. Et sur NPM, on peut en fait installer avec des workspaces. Ça veut dire qu'on dit ce répertoire de fichiers, à l'intérieur il y a plein de dépendances. Et donc, au lieu d'aller chercher en public, tu vas chercher dans le répertoire qui est local à ta machine. Je fais OK.
Sauf que nous, Donc ça veut dire qu'en fait, tu as déjà installé les trucs sur ton ordi et qu'au lieu d'aller les chercher à distance, tu les prends en priorité sur ta machine, c'est ça? C'est même pas sur la machine, sur le code source GitHub. Genre, en gros, sur Consul, il y a un répertoire Workspace, D'accord. package, et dedans, il y a des packages Oui, alors qui ça, sont c'est un truc, ouais, ça, c'est un truc qui est pas forcément simple à comprendre, c'est qu'effectivement, tes librairies, elles peuvent être juste dispo sur GitHub en mode le code brut. Et en fait, sur NPM, souvent, elles sont packagées, ce que tu disais tout à l'heure, dans une archive. Et donc, effectivement, toi, tu peux, moi, je l'ai déjà fait. C'est-à-dire qu'au lieu d'aller sur NPM, ça arrive des fois, tu sais que un package soit retiré de NPM pour une raison X ou Y. Des fois, et en fait, toi, temporairement, t'en as encore besoin parce que t'as encore besoin de déployer, etc. Et donc là, tu vas te chercher, si le code source est toujours sur GitHub, tu vas pointer directement sur GitHub. Donc là, ce que tu dis, c'est ça. C'est qu'en fait, eux, ils pointaient directement sur cette version non package. Non, même pas sur un autre GitHub, juste sur un répertoire de leur propre GitHub. D'accord, en disant, au lieu d'aller chercher avec une requête HTTP, c'est juste va chercher dans le sous-répertoire d'accord, ok, à ton code. ok. Donc en gros, tu clones le repository, donc tu télécharges le code source et tu as juste un répertoire avec des dépendances. D'accord, ok. Ah non, oui, donc ok, je comprends. Ok, tout le code est au même endroit, en gros. C'est ça. En gros, c'est le workspace, c'est un peu le mono-repo de tes librairies. C'est ça, ok. Donc c'est comme si tu avais toutes tes librairies au même endroit que ton code principal. Exactement. Okay. Et donc, sur Consul, pour certaines librairies, ils utilisent cette structure de monorepo où ils vont aller chercher la dépendance de manière locale, et pour toutes les autres, ils vont la chercher en public. Et donc, ce qui se passe, c'est que NPM n'est pas vulnérable à ça. Quand tu tapes la commande NPM, c'est pas vulnérable. Mais nous, on sait que si tu vas dans un sous-répertoire et que tu tapes pnpm install, donc pnpm, c'est une alternative à npm qui a, je crois, 9 millions d'installations par semaine. C'est quelque chose aussi assez utilisé dans l'industrie et assez énorme. Et donc, si tu allais dans un sous-répertoire et que tu tapais pnpm install, c'est dans ce cas très spécifique où ça a installé notre backdoor. Ok. Et donc, on s'est dit, bon. Attends, du coup, juste, moi, j'ai pas compris où est-ce que t'as mis la backdoor, là. Tu me dis, ça installe la backdoor, mais. En gros, c'est parce que la dépendance n'existait pas sur le repository public. Ok. Donc toi, t'as créé la dépendance sur repository public avec la version plus élevée, mais ça ne marchait que quand tu tapais PNPM. Ok, j'ai compris. Exactement. Et du coup, nous, en fait, qu'est-ce qu'on met dans la backdoor? Parce qu'on met pas une réelle backdoor. Ouais. On met juste un script qui va envoyer sur notre serveur et j'ai été installé par telle personne. D'accord. Bon. Tu as une petite log, en fait, un petit ping qui te dit, voilà. J'aurais pu mettre une backdoor. I was there, quoi. Voilà, exactement. Et donc nous, on fait notre proof of concept et on dit il faut que tu télécharges le code source de Consul, que tu vas dans un sous-répertoire qui était Consul UI, package Consul UI, et après tu tapes la commande pnpm install. Donc tu te dis c'est complexe, c'est un développeur peut faire ces commandes-là, c'est quelque chose de possible, de plausible, mais la probabilité que ça arrive est plus faible que juste t'installes tes dépendances de manière normale. Récurrente, ouais. Et donc, c'est pour ça que on s'est permis de faire cette exploitation avec ce log en se disant on était vendredi soir. Vendredi soir, on va présenter ça lundi matin à HashiCorp et on voit ce qu'ils en disent parce que c'est une faille de sécurité, mais bon, en termes de probabilité, c'est pas un truc énorme. Ouais, ok. 1 heure après qu'on fait notre proof of concept, 1 heure après, je reçois un log. J'ai été installé par un développeur d'une Fortune 500. Et on est en mode quoi? Et oui, parce qu'en fait sur le nombre, parce qu'effectivement là t'es sur la dépendance, le truc de Consul, mais c'est tout le monde qui le télécharge, donc il y a bien des gens qui, ouais, ok. Non, en fait c'est surtout quelque chose qu'on n'avait pas pris en compte. Ouais. C'est que nous on pensait que PNPM était le seul package manager qui pouvait être vulnérable à ça. Ah. Sauf que NPM version 6 était aussi vulnérable à ça. Version 6, c'était il y a 4-5 majors. C'est vieux. Ouais, bien sûr. Ouais. Mais apparemment, il y en a qui l'utilisent encore en interne dans des Fortune 500 parce qu'ils mettent pas à jour leur package manager. T'inquiète, moi je mets toujours tout à jour. Hein. Franchement, nickel. Et donc, on reçoit ce log d'une Fortune 500 et là, ça part en incident de réponse chez 3 personnes. Déjà chez nous, parce qu'il faut qu'on contacte la Fortune 500, puis qu'on contacte HashiCorp. Ce qu'on fait,
La Fortune 500, elle avait un programme de bug bounty dans lequel on était invité, donc on leur envoyait en mode hello. Ah, tu les connaissais en plus. Oui, voilà, on les connaît donc hello. On vous a pété, on n'a pas fait exprès. Et donc eux, ils partent en incident de réponse. Et après, bah nous, on contacte très très rapidement HashiCorp. Et donc ce que je fais, c'est que je contacte Caleb, qui contacte le ciseau de HashiCorp. Ok. Et donc en 15-20 minutes, j'ai le ciseau d'HashiCorp dans un call. CISO, c'est le respo sécurité. C'est ça, le RSSI, c'est Ouais. le responsable de sécurité informatique de HashiCorp. Donc c'est quelqu'un de très haut placé, tu vois, qui normalement ne répond pas à ce genre de trucs. Et donc moi j'arrive avec un énorme sourire, j'ai fait je suis désolé, j'ai pas fait exprès. J'ai glissé. Et en vrai, non, il était sympa, il était mort de rire. Ah ouais? Ouais, il était vraiment, vraiment cool. Et il a dit, bah, je comprends totalement, il y a pas de souci. Moi, je me suis dit, bon, je suis désolé, les gars, mais je vous donne ça, je m'attends pas à être payé ou quoi que ce soit, hein, c'est pas du chantage, juste fixer ça rapidement. Mais attends, juste Et, pourquoi t'étais désolé? T'étais désolé parce que t'avais uploadé du code, en fait, que c'est ça qui est pas... non, parce qu'en fait, je pensais pas que la backdoor allait trigger. D'accord, ok. Oui, mais je veux dire, après, t'avais le droit de la mettre, cette backdoor, ou... Euh, C'est là que c'était un peu border, peut-être? Ouais. Ouais, en fait, c'est là le truc border, c'est que on a fait le proof of concept en se disant que personne n'allait faire ça, donc on pensait qu'il n'y avait pas d'incidence. Et c'était notre erreur de pas savoir qu'en fait d'autres package managers pouvaient être vulnérables à ça. Parce que du coup, là, t'as quand même quelqu'un qui a téléchargé ton repo, et donc en fait, son build, t'avais mis le vrai truc dans son build, il a pas dû marcher, en fait, non? Non, mais surtout que il a tapé une backdoor, quoi. Ouais, c'est ça, il a téléchargé. Même si elle fait rien, c'est juste un pingback. C'est quand même de l'exécution de code sur un truc externe. arbitraire, oui. ouais. Et donc petite parenthèse, ça veut dire normalement si tu le fais, là ils ont des problèmes de bug bounty et tout, mais même normalement si t'as pas une autorisation explicite, c'est illégal ce truc, tu vois. Oui, enfin, oui, carrément. HashiCorp, en fait, après c'est ça on l'avait vérifié en amont, mais ils ont un responsible disclosure qui disent vous avez le droit de trouver des failles de sécurité chez nous. C'est juste que on va pas vous rémunérer pour ça, mais vous pouvez nous envoyer quoi que ce soit, s'il y a quoi que ce soit. Et donc ça nous donne le cadre légal en disant bon bah ok, on a le droit de faire ce qu'on est en train de faire, et surtout que vu qu'on avait le contact en interne à travers Caleb, c'est aussi plus pour ça qu'on serein, permet de faire. Bah, sinon, ça arrive jamais qu'on pire des boîtes qui n'ont rien demandé. Parce que d'un point de vue éthique, c'est pas fou du tout, et surtout d'un point de vue légal, c'est carrément interdit. Ok. Mais là, en fait, c'est moi où j'ai été désolé, c'est que je pensais pas que ça allait marcher. Désolé, ça marche. Ouais, voilà, c'est surtout ça le truc. Donc eux, ils partent en incident de réponse. La Fortune 500 est pas aussi en incident de réponse. Du coup, tout se passe pas. La Fortune 500 nous paye $17,000. Ok. Cool. HashiCorp pirait pas. On était les seuls à avoir exploité la faille. Tout est arrivé, tout s'est bien passé dans le meilleur des mondes. Mais on a quand même pris le contrôle du face d'un développeur d'une Fortune 500. Ouais, parce que là, de nouveau, c'était un truc qui était exploitable sur probablement, là, t'as pas attendu longtemps, donc t'as attendu 1 heure, t'as arrêté, mais potentiellement, si tu laisses traîner ce truc plusieurs semaines, tu rentres dans plusieurs boîtes, et c'est des backdoors dans plusieurs boîtes, et de nouveau, c'est assez grave, quoi. C'était prise de contrôle de poste, en fait, de développeur, de machine, quoi. Ok. Juste que je rigole, combien de... Ça, ces 4 trucs là, c'est combien de temps là? C'est sur les 6 derniers mois? C'est sur 1 an? C'est... Ouais, je pense que c'est sur les 6-7 derniers mois. Ces failles de sécurité là. Cool. Après, c'est énormément de recherche et développement. Cette recherche, on l'a commencé en 2021, donc c'était il y a 4 ans. Ça fait 1 an et demi qu'on développe Depi, et on a fait là on est en train de faire la phase de go to market. Donc on commence à signer nos cool. Premiers clients pour qui utilisent le SaaS pour trouver des backdoors de leur côté dans leur software supply chain. Donc si les gens veulent venir tester l'outil, ils te contactent, ils viennent sur le site de Depi, c'est quoi? C'est carrément lendash.tech/Depi, et on peut book une démo directement avec nous, et surtout le blog, il y a énormément de trucs intéressants à aller regarder d'un point de vue technique. Je le suis de près, ouais. Et donc là, en fait, on a fait un résumé de ces articles, mais on rentre beaucoup dans la technique. Ouais, ok.
Bah, trop cool. Bon, bah, écoute, je mettrai tout ça en description, que les gens viennent Avec voir un petit plaisir. peu et puis en plus enfin franchement, c'est vrai que ouais, je sais pas comment, tu vois, finalement, les attaques de supply chain, c'est le présent, c'est un peu le passé, mais c'est vraiment le futur. C'est-à-dire Ouais. que je pense que les 10 prochaines années, elles sont faites à se casser la tête sur comment on va trouver une solution à ça. Parce que oui, il y a le social engineering, qui je pense est évidemment le truc, Mmh. c'est partout, clairement, c'est la faille humaine. Mais cette faille-là, là, elle est vraiment omniprésente, difficile à surveiller. Donc c'est ce que vous essayez de faire, hein, d'aider les gens à le surveiller. Et puis il y a un problème, comme on a un petit peu abordé, sur le monde de l'open source, sur C'est lequel sûr. je pense que l'industrie doit réfléchir aussi. Donc. Quelque chose que je dois dire, c'est que j'adore l'open source. Ouais, moi Il y aussi. a Hein. pas de souci avec ça. J'aurais pas fait ma Mais boîte, je pense, sans l'open source, hein, tu vois. Enfin, chez Akazi, on en a plein. ouais, mais voilà, c'est sans l'open source, on n'aurait rien pu faire. Même c'est dans le fondement même du hacking, c'est d'avoir l'information libre et gratuite. Mais maintenant, en fait, quand la manière dont on interconnecte l'open source aujourd'hui a des failles de sécurité, et c'est pas parce qu'on adore l'open source qu'il faut pas aussi regarder ces failles de sécurité en disant ok, attention, Ouais. il faut qu'on fasse la sécurité de manière différente. Les hackers adorent aussi l'open source. Bah moi du coup j'adore encore plus. Clairement. Mais bien sûr que c'est un point d'entrée énorme, et on voit de plus en plus de campagnes d'APT du coup d'entreprises criminelles aussi qui passent par les registries publiques, par des GitHub, par des compromissions de développeurs, parce que c'est un point d'entrée encore qui est très élégant. On ne pirate plus ce qui est exposé, on pirate ce qui est téléchargé par notre victime. Donc c'est même pas nous qui allons envoyer de l'information à la victime qui va générer des logs, c'est la victime qui va prendre la faille et l'exécuter elle-même. Et ça change tout. Et ce que je vois arriver de plus en plus, tu vois, c'est des faux entretiens d'embauche où on te fait télécharger des trucs sous prétexte de te faire passer un test technique, qui sont Ça, backdoorés, qui sont, enfin, tout ce que tu c'est veux. début 2025, une campagne de Lazarus Ok. aussi, encore une fois, eux qui étaient derrière Bybit et qui sont aussi derrière cette campagne, où ils ont fait des faux profils LinkedIn, souvent générés par intelligence artificielle, en faisant passer du coup ces entretiens d'embauche en disant aux développeurs, bah, téléchargez le code source, améliorez-le. Et du coup, au moment de run le code, c'est là où il y avait une backdoor qui s'exécutait. Et le but, c'était de targeter les développeurs de crypto, de Web3, voler leur wallet, mais aussi avoir un accès à leur poste. Bah, ils font les d'une pierre deux coups. Ils te volent ton argent à toi, et puis s'ils peuvent voler l'argent de ta Exactement. boîte, voilà, faut pas se priver, quoi. Exactement. Non, mais c'est vrai que oui, Lazarus, particulièrement, moi j'ai pas mal lu sur Lazarus. C'est vrai que Lazarus, leur objectif concrètement, hein, c'est de l'argent, hein. C'est Ouais, récupérer de l'argent, c'est financer le régime nord-coréen. Donc c'est un truc. exactement. Mais surtout, avec Bybit, c'est le plus gros hack de crypto-monnaie de l'histoire. 1,5 milliard de dollars exfiltrés. Et tous les autres hacks de crypto réunis Ouais. ne font pas ce montant. Non, c'est ça. C'est pour le coup, ils ont vraiment marqué l'histoire. Ouais. Moi, je pense que le deuxième plus élevé, ça devait être eux aussi, non? C'est pas, enfin, de toute façon, ils sont quand même coutumiers du truc, hein. En vrai, je me rappelle Ouais. plus. Enfin, je sais plus, parce que moi, Lazarus, déjà, en fait, j'avais lu, il y a un bouquin qui s'appelle Rinsed, d'un anglais, là. Il y a un anglais qui les suit beaucoup, un journaliste anglais qui a écrit 2 livres dessus. Et en fait, il te Mhm. retrace toute l'histoire de Lazarus. Donc, je peux que conseiller si vous voulez lire ça, notamment avec leur début où c'est pré-crypto-monnaie. Et c'est-à-dire avant, ils ont notamment essayé de voler 1 milliard de dollars à la banque du Bangladesh. Je sais pas si tu l'avais vu, cette Waouh. histoire. Non, pas du tout. Elle est incroyable, et en fait ça, tu sais, ils avaient coordonné pour que ça tombe sur les jours fériés de tout le monde, parce que c'est des ordres que s'envoient les banques entre elles. Ils avaient pénétré le système de la banque, et bref, et donc finalement ils récupèrent que 80 millions, et avec une histoire de Ça va? fou, une histoire de fou à la Ocean's Eleven, tu vois, où ils blanchissent Ouais. l'argent par des casinos, enfin bref, c'est incroyable. Et en fait, une des seules raisons qui fait qu'ils ont pas eu la majorité de l'argent, c'est parce qu'en fait, ils faisaient faire le virement dans une banque qui était dans une rue dont le nom de la rue c'était un mot-clé banni, tu vois. Genre la rue elle s'appelait rue Jupiter ou je sais pas quoi, et c'est complètement un hasard, tu vois. Enfin bref, c'est Ouais. donc, bref, lisez sur Lazarus, regardez ce que fait Ronnie avec Depi, et puis la supply chain, c'est le futur. Non, mais en tout cas, merci encore pour l'invitation. C'était un plaisir de discuter Ouais, non, bien sûr. de ces sujets avec toi.
Bah non, c'est moi qui te remercie. Moi, je suis ton actu et je trouve ça vraiment hyper cool ce que tu fais. Donc, j'espère que ça plaira aux gens. J'ai pas trop de doutes. Avec grand Ça plaisir. marche. Allez, à bientôt, Ronnie. À bientôt. Ciao. Ciao. Dans la série des hackers de génie qui transforment à peu près tout ce qu'ils touchent en or, j'avais reçu il y a quelques mois Mathis Hamel, qui m'avait raconté comment, en utilisant l'IA, il avait démantelé un réseau de fausses entreprises sur LinkedIn, ainsi que 2-3 autres dingueries qui, je suis sûr, vont beaucoup vous plaire.